Bonjour, je m'appelle Sophie Riguer, je suis infirmière en réanimation chirurgicale à Strasbourg et je vais vous faire une présentation sur les rappels d'anatomie physiologie, l'insuffisance rénale et les différentes indications à l'épuration extra-rénale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Voici le plan que nous allons suivre pour ce topo. Nous allons commencer par les rappels d'anatomie, rappeler les fonctions du rein, la diurèse, définir l'insuffisance rénale aiguë, ses signes d'alerte, les différentes étiologies, et finir par les indications à l'épuration extra-rénale. Pour commencer, j'aimerais vous citer quelques chiffres. L'insuffisance rénale aiguë est un problème majeur en réanimation. 40% des patients de réanimation développent une insuffisance rénale aiguë et 20% d'entre eux nécessitent une épuration extra-rénale. Il est donc important de prévenir et détecter les malades à risque pour optimiser leur prise en charge. Des rappels d'anatomie. Chaque corps humain possède deux reins. Ce sont des organes en forme de haricot, situés dans la région dorso-lombaire, rétropéritonéale, cachés à moitié par les deux dernières côtes, de D12 à L2. Le rein droit est en général plus bas. Chacun des reins pèse environ 150 grammes et mesure 10 à 12 cm. Ils sont vascularisés par 1/5 du débit cardiaque. Sur le plan macroscopique, on observe une capsule entourant le rein et différentes voies excrétrices, petites et grandes calices, bassinées et urétères. Sur le plan microscopique à présent, nous avons le néphron, qui est la plus petite unité de filtration du rein. Chacun des reins en contient environ 1 million. Chaque néphron est constitué d'un glomérule et d'un tubule qui va former une anse jusqu'à la partie médulaire du rein pour par la suite se jeter dans un canal collecteur où l'urine définitive va être recueillie. La production de l'urine primitive débute au niveau des glomérules situés dans le cortex rénal par un mécanisme de filtration du plasma tout à fait comparable au mécanisme d'hémofiltration. La filtration glomérulaire produit un liquide dépourvu de cellules et de protéines de composition électrolytique identique à celle du plasma. Cette filtration nécessite une pression artérielle suffisante, supérieure à 60 mm de mercure de moyenne, et davantage chez le patient hypertendu chronique. En cas de chute de la pression artérielle, par exemple en cas d'hypovolémie, les artérioles efférentes, c'est-à-dire en aval du glomérule, se contractent sous l'effet d'une hormone, l'angiotensine 2, permettant ainsi de corriger la pression de filtration. Après le glomérule, l'urine primitive traverse le tube contourné proximal. À ce niveau, de nombreuses substances sont activement réabsorbées, notamment du glucose, du sodium, du chlore, du potassium, par des pompes et transporteurs qui nécessitent de l'énergie. Environ 65% du volume en eau de l'urine primitive est également réabsorbé par un effet osmotique. Le débit chute donc de 180 litres à environ 54 litres par jour à la sortie des tubes contournés proximaux. L'urine entre ensuite dans une longue tubulure en forme de U, l'anse de Henle, qui part du tube contourné proximal situé dans le cortex rénal pour plonger dans la médulaire rénale et remonter dans le cortex. Le rôle principal de cette structure est la contraction du volume urinaire via la réabsorption d'eau, couplée par effet osmotique à la réabsorption de sodium. Le furosémide, diurétique que nous connaissons bien, de la classe des diurétiques de l'anse, agit à ce niveau. L'urine arrive ensuite au niveau du tube contourné distal. Cette partie est essentiellement le siège d'une réabsorption de sodium échangé par du potassium sous l'effet d'une hormone, l'aldostérone. Une autre classe de diurétiques agit à ce niveau, celle des épargneurs de potassium, dont la spironolactone qui s'oppose aux effets de l'aldostérone. Le tube contourné distal est en contact étroit avec les artérioles du glomérule au sein d'une structure appelée appareil juxtaglomérulaire, capable de mesurer le débit dans le tube contourné et la pression dans les artérioles glomérulaires. Elle est responsable de la sécrétion de la rénine, hormone importante dont la libération stimule la production d'angiotensine 2 et d'aldostérone, conduisant à une hausse de la pression artérielle, une réabsorption hydrosodée accrue et une stimulation de la soif.
85% du volume de l'urine primitive aura été récupéré jusque-là, avant l'entrée dans la structure suivante, les tubes collecteurs. Cette réabsorption est obligatoire et indépendante du statut volumique ou hydrique de l'organisme. Jusqu'à ce stade, le débit des urines aura fortement diminué, mais elle reste peu concentrée. À l'entrée des tubes collecteurs, il ne reste donc plus que 15% du débit glomérulaire initial, ce qui représente encore 27 litres par jour. La réduction de volume des urines se poursuit alors sous l'effet d'une nouvelle hormone, l'hormone antidiurétique ou ADH, sécrétée par la postpophyse. C'est à ce niveau que le volume et la concentration de l'urine finale est adapté aux besoins hydriques de l'organisme. En cas de surcharge hydrique, l'arrêt total de sécrétion de l'ADH permet d'éliminer des urines très diluées en grande quantité, en théorie jusqu'à 22 litres par jour. A contrario, la sécrétion maximale d'ADH permet de réabsorber de l'eau, cette fois sans soluté, aboutissant à des urines très concentrées et à une diurèse de 0,75 litres par jour. Nous produisons donc une grande quantité d'urine primitive, environ 180 litres par jour, alors qu'une diurèse journalière normale n'est que de 1,5 à 1,8 litres par jour. Plus de 99% du volume en eau de l'urine primitive est réabsorbé. En fonction des besoins, la diurèse peut varier de manière tout à fait physiologique de 0,75 à 22 litres par jour en l'absence de toute insuffisance rénale. La créatinine n'étant pas concernée par les modifications de débit et de concentration dans les urines primitives, son élimination ne dépend que de la filtration glomérulaire et permet donc d'estimer celle-ci. Les fonctions du rein. Nous avons donc la filtration du sang par l'élimination des déchets, le maintien de l'équilibre hydroélectrolytique, le maintien de l'équilibre acido-basique, le maintien de la volémie par la régulation de l'équilibre hydrique et la fonction sécrétrice de 3 hormones, rénine, angiotensine, aldostérone, qui participe à la régulation de la pression artérielle, l'érythropoïétine, par la régulation de la production de globules rouges, et la vitamine D, qui participe à la régulation, qui régule la fixation de calcium. Quelques rappels concernant la diurèse à présent. C'est un paramètre surveillé de très près en réanimation. Lorsque la diurèse est abaissée, on parle d'oligurie. C'est une diurèse inférieure à 500 ml par 24 heures ou une diurèse inférieure à 0,5 ml par kilo et par heure. Lorsque la diurèse est quasiment nulle, on parle d'anurie. C'est une diurèse inférieure à 100 ml par 24 heures. Elle est signe d'absence totale de filtration glomérulaire. Lorsque la diurèse augmente au-delà de 3 litres par 24 heures, on parle de polyurie. En général, cela traduit un problème de réabsorption. La diurèse augmente car l'urine primitive n'est plus réabsorbée. Nous allons à présent définir ce qu'est l'insuffisance rénale. C'est une baisse importante et subite de la filtration glomérulaire, estimée cliniquement par la mesure de la diurèse et de la créatinine. Pour effectuer le diagnostic, on note une augmentation de manière importante de quelques heures à quelques jours de la créatinine. Cette augmentation permet de traduire l'incapacité partielle ou totale du rein à éliminer les produits du catabolisme azoté et à maintenir l'équilibre hydroélectrolytique. À savoir, une insuffisance rénale aiguë peut évoluer vers une insuffisance rénale chronique. Il y a plusieurs définitions depuis les années 2000, notamment la classification Rifle puis Akin, et cette définition a été remaniée en 2012 par la société Cadigo. Ce regroupement des dernières recommandations concernant les pathologies rénales définit une insuffisance rénale aiguë par une créatinine majorée de 50% en 7 jours, cela signifie avoir une mesure de créatinine antérieure, ou 27 mmol par litre sur 48 heures, et ou une oligurie dépassant 6 heures. Selon cette définition, si l'un des paramètres est présent, on peut parler d'insuffisance rénale aiguë. Globalement, les paramètres mesurés dans les différentes définitions restent les mêmes, la diurèse et la créatinine. Ces classifications ont notamment permis de définir les stades de l'insuffisance rénale. Une limite à noter dans la mesure quantitative de la diurèse dans cette définition
et l'administration de diurétiques, qui est fréquente en réanimation. Les signes d'alerte, ceux qui nécessitent de rapidement mettre en place une prise en charge spécifique. Nous y retrouvons l'hypercalémie menaçante, car le potassium augmente rapidement en cas d'insuffisance rénale aiguë. Lorsque celui-ci est supérieur à 6 mmol par litre ou lorsqu'il y a des signes présents à l'ECG, d'où l'importance d'en réaliser chez les patients en insuffisance rénale aiguë. Le risque de toxicité cardiaque est alors élevé. Fibrillation, tachycardie ventriculaire, voire même arrêt cardiaque. Nous avons aussi les signes de détresse respiratoire, car chez les patients anuriques, cela peut donner lieu à des œdèmes aigus pulmonaires néphrogéniques dus à l'accumulation importante d'une surcharge volémique. Et également les troubles de la vigilance pouvant aller jusqu'au coma, car lorsque le taux d'urée est trop élevé, cela crée des toxicités pour le cerveau. Ces trois principes, signes d'alerte, donnent lieu aux indications d'épuration extra-rénale en urgence. La fonction rénale se reconnaît à sa capacité d'assurer l'élimination des déchets métaboliques. Cette capacité est directement liée au débit de filtration glomérulaire, estimable grâce à la mesure du taux de créatinine dans le sang, éventuellement couplée à la mesure de sa concentration dans les urines. Nous avons vu que la diurèse pouvait physiologiquement varier dans une plage allant de 0,75 à 22 litres par jour. L'impact sur la diurèse de la perte de néphrons fonctionnels pourra donc être très tardive. De la même manière, une réduction de la diurèse à moins d'1 litre par jour peut traduire une fonction rénale tout à fait normale. L'oligurie est donc un constat fréquent, mais non obligatoire, devant une insuffisance rénale aiguë. Les diurétiques agissent sur les mécanismes de réabsorption et non sur la filtration glomérulaire. L'augmentation de la diurèse ne s'accompagne donc pas d'une amélioration de la fonction rénale. Les causes d'insuffisance rénale peuvent être regroupées en trois grands mécanismes. Les causes fonctionnelles ou prérénales, qui ne s'accompagnent pas de lésions structurelles de rein. Ces causes entraînent une réduction de la filtration glomérulaire par baisse de la pression de filtration. L'hypotension et l'hypovolémie en sont les responsables les plus évidents et des étiologies fréquentes chez nos patients en réanimation. Certains médicaments, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, peuvent perturber les mécanismes de régulation de la pression de filtration glomérulaire et aggraver ainsi les effets d'une hypotension. Ensuite, il y a les causes organiques, qui s'accompagnent de lésions structurelles à différents étages du néphron. Les nécroses tubulaires aiguës sont les plus fréquentes en soins critiques. Ces lésions peuvent être consécutives à des agressions rénales inflammatoires, notamment septiques, post-opératoires ou post-traumatiques, médicamenteuses, par exemple aminosides ou produits de contraste iodé, toxiques, par exemple myoglobine dans la rhabdomyolyse. Toute atteinte fonctionnelle prolongée peut également aboutir à une nécrose tubulaire aiguë, expliquant son incidence élevée chez le patient en état critique. Dans les états de choc, le rein va s'adapter à l'agression systémique en baissant sa filtration pour conserver du volume sanguin. Le rein fonctionnel assure son rôle, mais si la situation persiste, cela va entraîner une décompensation de l'hypoperfusion rénale qui va entraîner des lésions qui vont aboutir à la nécrose tubulaire aiguë. C'est une agression rénale systémique. Plus rarement, les lésions peuvent également être glomérulaires, notamment dans le cadre de maladies auto-immunes ou vasculaires. Enfin, on retrouve les étiologies post-rénales ou obstructives, qui regroupent toutes les causes qui empêchent l'écoulement de l'urine à la sortie des néphrons. Donc, les obstacles sur les voies urinaires, les voies excrétrices, les calices, les bassinets, les uretères, la vessie et l'urètre. Le globe vésical en est le représentant le plus fréquent, mais aussi les lithiases urinaires. L'épuration extra-rénale est un traitement de suppléance à l'insuffisance rénale aiguë. Voici un tableau répertoriant la liste des différentes indications à l'épuration extra-rénale. Nous y retrouvons notamment des troubles métaboliques tels que l'hyperkaliémie, dysnatrémie, l'hypermagnésémie ou l'hyperurémie, l'acidose, les évolutions de la diurèse, la surcharge volémique,
ainsi que d'autres indications comme l'hyperthermie supérieure à 40 et certaines intoxications. Les objectifs de l'épuration extrarénale sont de traiter de façon symptomatique les conséquences de l'insuffisance rénale aiguë en contrôlant les désordres hydroélectrolytiques et la surcharge hydrosodée, ainsi que de permettre la récupération de la fonction rénale du patient. Pour conclure, nous retiendrons que les insuffisances rénales aiguës sont fréquentes chez les patients en réanimation. La diurèse n'est pas le seul indicateur au diagnostic. Nous retiendrons l'importance du rôle infirmier dans la surveillance rapprochée de la diurèse, ainsi que l'importance pluridisciplinaire dans le maintien du débit de perfusion rénale pour prévenir les insuffisances rénales aiguës, notamment par les remplissages et les monitorages hémodynamiques. Merci pour votre attention.